On va y aller parce que c'est l'heure. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour cet dernier cours de la saison 2025-2026. On va rester sur le format habituel. Donc j'ai parlé pendant 1h30 à peu près. Et je vais vous parler de jouer avec les espèces réactives et les intermédiaires. Et le deuxième temps, donc on a un conférencier particulier, donc professeur Ilan Marek du Technion à Haïfa, qui va nous parler, lui, de carbocations, donc en synthèse stéréosélective. Donc Ilan est un spécialiste de cette thématique, il a développé depuis maintenant pas mal de temps et il va nous montrer beaucoup de chimie très élégante et qui arrive à des complexité moléculaire particulièrement intéressante. Donc voilà, les deux temps. Et aujourd'hui, en fait, j'étais un petit peu perplexe par rapport à ce que j'avais fait, comment terminer. Et en fait, je me suis dit, tiens, ces intermédiaires dont on a parlé, carbanion, carbène, carbocation. Alors, je ne parlerai pas des nitrènes. Les nitrènes, on a fait pas mal de choses déjà dessus. Comment en parler dans une vue un peu plus transversale? Et donc, je vais vous parler beaucoup des réactions de crossover polaire radicalaire et radicalaire polaire. Donc, pour une façon de jouer avec les réactivités et aussi d'arriver à des séquences réactives assez fonctionnalisantes sur les substrats. Application de ces processus pour la synthèse de molécules relativement complexes, dont des produits naturels. Alors, vous allez voir, il y a eu quand même pas mal d'applications. Et puis, je terminerai par deux synthèses totales relativement récentes qui montrent bien que finalement, le contenu de ce cours, il est particulièrement d'actualité. Parce qu'en fait, on a encore besoin souvent d'engendrer un carbanion de façon stoichiométrique et puis de l'engager dans différents types de réactivités et également pour les carbocations. Donc, ce qu'on a, on va dire, développé au cours de ces quelques semaines est vraiment tout à fait utile et à garder en tête pour même des planifications de synthèse, comme vous allez le voir. Donc, le principe des réactions de crossover, polaire radicalaire ou radical polaire, c'est l'idée que, en gros, si on commence par le radical polar, c'est que globalement on a un précurseur de radicaux qui va donc nous permettre d'engendrer un intermédiaire radicalaire par différents types de processus. Ça peut être de la photochimie. On va avoir par exemple une rupture de cette liaison carbone X, donc une rupture homolytique. Ça peut être un métal réducteur ou ça peut être un arrachement d'hydrogène ou un arrachement d'un halogène. Et de là, cet intermédiaire radicalaire peut avoir une réactivité radicalaire. Il peut être piégé par une autre insaturation, il peut se réarranger, mais on peut aussi soit le réduire pour former un carbanion, et dans ce cas-là piéger avec un électrophile, ou on peut l'oxyder et, par exemple, typiquement, le piéger par un nucléophile, et donc former différents produits. Donc ça fait penser un petit peu aussi au cation pool dont on avait parlé de Yoshida, où on peut faire ça aussi par voie électrochimique, par exemple. Donc les intérêts de cette approche, c'est qu'en fait, on peut conjuguer les avantages et des deux réactivités, polaire et radicalaire, dans le même pot, on va dire, ce qui va permettre donc d'accéder à des molécules particulièrement fonctionnalisées en une seule séquence. Mais évidemment, au niveau inconvénient, ou en tout cas, ce n'est pas forcément un inconvénient, mais c'est en tout cas quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il va falloir gérer l'orthogonalité des partenaires de réaction et des conditions réactionnelles. En effet, si vous mettez un nucléophile qui est très facilement oxydable, vous allez peut-être engendrer un radical dans vos conditions et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête, c'est cette compatibilité des différents partenaires et aussi leur adéquation aux conditions de réaction que vous avez choisies. Donc comme je l'ai dit dès le départ, on a aussi des réactions où on part d'un intermédiaire chargé et on va vers le radical. Ça, dans ce sens-là, ça existe aussi. 3 bonnes revues relativement récentes qui parlent de ce genre d'approche. Une par Glorius en 2019. Ce chapitre de livre assez extraordinaire par Shemla et Pérez Luna, qui fait plus d'une centaine de pages, qui ont vraiment tout revu
Et comme c'est un Science of Synthesis, en fait, il y a tous les exemples qui sont décrits. Donc il est particulièrement complet avec aussi une nomenclature des événements qui est assez précise. Et puis celui-ci, très récent, qui lui est simplement concentré sur la synthèse totale. Donc le premier exemple est probablement un des plus marquants, même s'il n'a pas été reconnu initialement comme tel. C'est ce travail de John Murphy à Strathclyde qui rapporte en fait une simple réduction, alors simple certes, mais assez intéressante d'un point de vue synthétique au niveau des opportunités synthétiques qu'elle ouvre, d'un diazonium pour former un radical qui va cycliser et en conditions d'humidité, on va pouvoir introduire un alcool. Donc je vais revenir sur le mécanisme de cette séquence dans la slide suivante. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est que dès le départ, il parle du radical polar crossover, donc c'est vraiment lui qui met le terme au goût du jour. Qu'il définit assez bien le contexte, il dit qu'il y avait pas mal de chimie déjà avec le iodure de samarium ou le manganèse acétate 3, donc le iodure de samarium est un réducteur, le manganèse acétate est un oxydant, on va voir d'ailleurs, on va revenir un tout petit peu sur ces chimies, qui elles font du crossover un petit peu sans qu'on le sache, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir en fait, mais là, lui, l'idée c'est maintenant d'utiliser quelque chose en catalytique, qui va permettre de jouer avec les deux intermédiaires. Et il utilise pour faire ça le tétratiafulvalène, qui est une molécule particulièrement abondante, facile d'accès, très connue dans toute l'électronique moléculaire, et qui va être un donneur d'électrons très doux, et qui va permettre de réduire ce diazonium. Donc un papier, donc vous retenez la date, 1993. Donc le mécanisme est le suivant. Le TTF va réduire le diazonium, même si au niveau des potentiels, on n'est pas forcément dans la configuration la plus favorable. Mais, une fois qu'on a formé, en fait, qu'on a réduit ce diazonium, on forme ce radical qui, lui, va expulser le N2 de façon extrêmement efficace. Donc là, ça rend cette réduction complètement irréversible, d'où la possibilité de faire ça. On a ensuite une cyclisation radicalaire 5-exotrique qui est très classique. Et ce qui est important ici, c'est on n'a pas une oxydation en fait, a priori de ce radical, mais plus particulièrement un piégeage par ce radical cation qui vient du TTF, qui lui du coup devient un excellent électrophile qui peut réagir avec différents nucléophiles. Et comme il y a de l'eau dans le milieu, parce que c'était un solvant qui était mouillé, on va pouvoir déplacer ce TTF pour vous donner un alcool. Alors les nucléophiles qu'on peut utiliser, c'est du méthanol, ça peut être de l'acétonitrile pour former un acétamide à la réaction de Ritter. Et cet intermédiaire a été isolé, peut être isolé, a été confirmé par RMN et par aussi HRMS. Donc cette réactivité, comme je l'ai dit, on peut la monter un petit peu de façon un petit peu plus élaborée et accéder à des substrats qui sont beaucoup plus fonctionnalisés et utiles. Donc par exemple, c'est comme ça qu'il a fait dès les années 99-98 la synthèse d'alcaloïdes assez complexes comme le cétaspidospermidine. Donc on va former le diazonium une fois de plus en partant de l'aniline in situ. Ensuite on utilise le TTF qui va réduire, on forme ce radical. Le radical est piégé ici par le radical cation et puis on peut en fait hydrater cette position et ensuite cet intermédiaire alcool va être un intermédiaire vers l'aspidospermidine. Ensuite, dans des publications ultérieures, il va en fait utiliser même l'azote ici de façon nucléophile pour directement faire le cycle in situ. Donc voilà, on peut, vous voyez, la compatibilité de cette approche est excellente parce qu'on arrive quand même à des substrats relativement fonctionnalisés facilement. Alors, cette chimie du TTF va être connue finalement petit à petit et on a eu au premier, ce printemps, une conf par Julie Broggi qui, elle aussi, s'est embarquée en fait dans ces oléfines substituées avec des groupements, des atomes donneurs, bésomères donneurs. Et donc,
ça a ouvert le champ des donneurs, des super electron donneurs, donc les SED. Donc le TTF est un donneur particulièrement faible, hein, on est à 0,3 volts, mais si vous commencez à mettre des azotes, donc par exemple 4, que vous avez 4 amines sur une double liaison comme cela, elle va être des très bons donneurs d'électrons. Et vous allez passer par le radical cation, voire même par le dication. Et là, le potentiel là, ici, de réduction va être moins 0,70. Alors, moins 0,70, ça nous met encore très loin. Moins 0,70, c'est pour le tétraméthyle, hein, tétraméthyle diaminoéthylène. Mais si certains de ces SED peuvent descendre à moins 1,3 volts, moins 1,4 volts, c'est encore loin des valeurs ici qu'il faudrait atteindre pour réduire ces halogénures, mais en fait, dans certains cas, on a ces réductions de iodure et de bromure qui sont accessibles. Donc je vous renvoie à cette conférence, je vous renvoie aussi à cette revue par le groupe marseillais qui est très bonne, et évidemment aussi cette revue de John Murphy qui a été le pionnier pour le développement de ces substrats. Alors, donc, l'idée, c'est qu'on va parler un tout petit peu de samarium, rappeler un petit peu ce qui peut se faire. Donc, dans ce cas-là, on va engendrer un radical qui va pouvoir évoluer, puis ensuite, on va donner un deuxième électron, parce qu'en fait, il y a déjà eu un électron qui a été donné ici pour engendrer le radical, et puis ensuite, on piège par un électrophile. Donc ça, je vais vous montrer le cas classique. Le manganèse, en fait, c'est le schéma inverse, c'est plutôt oxydant. Et puis, je vais vous parler aussi d'un petit peu d'oxydation par les ferrocéniums, parce qu'en fait, c'est un petit peu l'équivalent du TTF pour l'oxydation, c'est particulièrement doux et permet quand même d'oxyder des anions de façon très facile. Ce que je devrais dire, c'est que toutes ces chimies ont été développées depuis une bonne vingtaine d'années, principalement en série stoichiométrique, en version stoichiométrique, mais que de plus en plus de réactions de processus catalytiques existent, notamment grâce on va dire, à l'utilisation de l'électrosynthèse. J'en avais un petit peu parlé il y a 2 ans dans ce cours-là. Alors le samarium, pourquoi je reviens dessus? Parce qu'en fait c'est quand même une chimie dont on va d'ailleurs parler, dont on aura une conférence dans 2 semaines, mais qui a ouvert vraiment l'idée de ces réductions homolytiques pour faire de la chimie organique. Et le contributeur extrêmement important, évidemment, ça a été Henri Kagan, à Saclay. Alors ça, c'est une revue qu'il a écrite en 2003, qui est particulièrement intéressante parce qu'en fait, il raconte toute l'histoire avec les différentes périodes. Et il parle d'abord du diodure de samarium, alors qui était connu comme composé, sauf que sa synthèse restait un petit peu aléatoire parce que bon, c'est toujours un exercice de le faire au labo, c'est quand même, ça demande des petits touchés et des conditions particulièrement strictes, anhydre et sans oxygène. Et puis la première période, 1977-1985, des premiers développements, en fait il y a 2 papiers fondateurs. Ce New Journal of Chemistry de 1977, dans le premier volume, page 5, malheureusement introuvable en ligne. En tout cas, le New Journal of Chemistry ne semble pas avoir les premiers volumes en ligne, mais confirmé par un papier beaucoup plus étoffé, par un JAX en 1980. Et si vous voulez aussi avoir un aperçu de toute la carrière d'Henri Kagan, vous avez cette SIS catalysis écrit par un certain nombre de collègues français et américains qui est très intéressant. Donc le principe de ça, c'est que le diodosamarium est un excellent réducteur dont le potentiel peut être modulé par la présence d'additifs, et ça c'est extrêmement important. Ça a mis beaucoup de temps pour bien saisir ça, mais on va être tout de suite à moins de 1 volt et on peut descendre à moins de 2 volts. Et on va pouvoir réduire beaucoup de dérivés, par exemple halogénés. On passe par ce radical anion qui fragmente. On a maintenant en formation d'un radical qui, lui, va pouvoir faire de la chimie radicalaire, mais qui est aussi un petit peu sous le couperet d'une deuxième réduction pour donner un organo métallique de type organosamarien. Et là, ça donne la possibilité de faire de la chimie polaire. Et donc ça peut être protoné évidemment, mais on peut aussi réagir avec des électrophiles. D'où cette idée de radical polar crossover. Alors, Kagan évidemment, comme je l'ai dit, a participé, a lancé le champ, a donné beaucoup d'exemples. Beaucoup de labos ont suivi, celui de Molander, celui notamment de Curran,
qui est parti de ce substrat ici, ce iodo au allyle, et a montré en fait qu'on pouvait former in situ cet organosamarien, et que même dans certains cas, on avait intérêt en fait à le former vraiment et ensuite à le faire réagir avec un électrophile plutôt qu'à tout mettre dans le même pot. Alors je m'explique. Quand vous mettez du iodosamarium, la première étape ici, c'est la réduction du iodure et vous formez donc ce radical. Ce radical peut être réduit peut être hydrogéné par le solvant, parce qu'en fait on a un radical aryl ici qui est particulièrement agressif. Il peut être aussi réduit par le SMI2, mais ça c'est relativement lent. Mais en fait, l'étape la plus rapide est de loin et la cyclisation intramoléculaire. Celle-là est particulièrement rapide. Et de là, deux possibilités. Soit on hydrogène ici, soit on réduit. Ce qu'a remarqué Curran, c'est que dans certains cas, si on utilise par exemple des cétones comme électrophiles, on a tout intérêt en fait à utiliser des réactions de type Grignard plutôt que Barbier, c'est-à-dire que Barbier, c'est on mélange tout dans le ballon, hein, on mélange le iodo de départ et le dérivé carbonylé, et on soumet ça au samarium. Et les conditions de Grignard, ça va être stepwise, c'est-à-dire que globalement, on va former cet organosamarien, puis on le fait réagir avec un électrophile. Et la raison pour laquelle il vaut mieux faire ça, dans beaucoup de cas, c'est que le iodo, le SMI2, peut aussi réduire votre dérivé carbonylé, former un radical cétyl, et là, du coup, vous pouvez avoir pas mal de réactions parasites, des réactions de pinacol, et ainsi de suite. Donc, ayant observé ça et l'ayant argumé, il en fait montre que cet organosamarien, on peut le ioder, on peut le sélénier, on peut le faire réagir avec une cétone, on peut le faire réagir avec un disulfure, ainsi de suite, avec un isocyanate pour former un amide, et voilà. Donc les rendements ici sont assez bons. Alors ensuite, il s'est intéressé, toujours sur le même principe. Alors il y a quand même un petit bémol, enfin juste quelque chose, c'est que vous voyez que l'électrophile, que ce soit un carbonyle, on l'ajoute après 5 minutes, parce qu'en fait, malgré tout, ces intermédiaires-là ne sont pas d'une très très grande stabilité. Hein, ce n'est pas comme des réactifs de Grignard qu'on peut stocker dans des bouteilles. Là, on est quand même dans de la chimie in situ. Et donc, il s'est intéressé à la synthèse du pénitrème, là, qui sont des molécules assez originales en termes de structure, qui ont des propriétés neurotoxiques. Ce qui l'a amené donc à synthétiser un dérivé iodo comme cela. Et l'idée, c'était d'arriver à ce produit. Donc, selon le schéma suivant, on forme le radical, on a une cyclisation radicalaire. Maintenant, on piège sur le radical-là qui est plus facilement réductible pour former le SMI2. Et ce SMI2, ce dérivé organosamarien, réagirait avec l'acétone pour former donc, cet alcool olate qu'on va protoner. Il se trouve que dans ce cas-là, en fait, les conditions de Barbier sont quand même malgré tout les meilleures donc, par rapport aux réactions de Grignard, parce qu'en fait, a priori, ce dérivé 5 n'est pas d'une grande stabilité. Mais on peut arriver à ça, donc voici les meilleurs résultats en ayant par exemple ce dioxolane dans le lien, on peut arriver à 60% de cyclisation radicalaire piégeage polaire. Et juste pour montrer quand même comment on forme ce type de précurseur, parce qu'à priori ça ne paraît pas complètement évident, on va partir de ce dérivé type cuprate qu'on fait réagir avec ce chlorure d'acyle, donc de façon très propre on fait l'acétone ici. Et puis ensuite les aménagements fonctionnels vont se situer là, on va faire le sélénier par une simple substitution. On oxyde ce sélénium, puisque ça va vous donner un oxyde de sélénium qui élimine très facilement. Et donc, on va en fait éliminer pour former une double liaison qui va être la liaison acceptrice du radical. Donc voilà. Donc, alors un autre type de crossover polaire, radical polaire, c'est l'utilisation du triéthylborane en chimie radicalaire en présence d'oxygène. En fait, Braun, qui a eu le prix Nobel pour la chimie des organoboranes, plus de 900 papiers. Il n'y a pas grand-chose à la chimie des organoboranes qui n'a pas été découvert par H.I. Braun, avait remarqué de façon assez intéressante que si vous engendriez des radicaux terbutoxy, ils avaient une excellente réactivité
avec les trialkylboranes via une substitution homolytique où en fait on forme une liaison oxygène-bore et on expulse un R point. Le corollaire de ça, c'est que par exemple si vous soumettez du triéthylborane avec du dioxygène, c'est une excellente source en fait pour former un radical éthylpoint. Ça marche très bien, ça marche tellement bien que si vous faites ça sans solvant, vous allez en fait avoir un incendie qui se déclare assez facilement parce que en fait c'est des mélanges pyrophoriques. Et bon, on en a vécu un il y a quelques années dans le labo d'Ilan à Jussieu. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut faire attention, il faut toujours être en milieu solvant et contrôler aussi un petit peu la température. Mais une fois qu'on a engendré ce radical éthylpoint, c'est lui qui va en fait permettre de déclencher une séquence radicalaire. Donc ce radical éthylpoint va réagir avec le triphénylstanane. On forme ce radical triphénylstanyle qui va arracher cet iode. Alors en fait, l'iode, le radical éthyle, a priori, peut le faire, mais ce n'est pas hyper efficace. Mais on a une cyclisation radicalaire, classique, 5-hexotrig. Et puis ensuite, on forme ce radical qui va pouvoir être piégé par le triéthylborane, parce qu'en fait, on a deux structures limites. Hein. On a une structure limite qui engendre un radical alkoxy, et on va former, c'est le produit de piégeage ici, et on va former cet étherdénol. Alors cet étherdénol, en fait, c'est un nucléophile maintenant, donc là on est passé dans le domaine polaire, et on va avoir une réaction de aldol qui va nous permettre donc, de finir la séquence. Donc on part de quelque chose de totalement acyclique, on forme un produit cyclique, et on a également fait un piégeage via une réaction d'aldol. Là où c'est intéressant, c'est de pouvoir le monter comme a pu le faire Inoue. Inoue, c'est un spécialiste de synthèse totale, c'est une personne qui s'intéresse à la synthèse de molécules extrêmement complexes. Et donc, il a développé ces séquences tripartenaires, où on va avoir un précurseur de radical, un tellurium, qui va pouvoir faire ensuite une addition conjuguée ici, parce que ça va donner naissance à un radical nucléophile. Et puis ensuite, on va avoir le radical ici qui va, lui, donner naissance à un éther, un énolate de bore, qui va faire une réaction d'aldol. Et donc, il a pu, sur cette séquence, on va voir juste le mécanisme ici, il a pu obtenir ces composés relativement fonctionnalisés, mais surtout avec d'excellentes diastérosélectivités. Donc, la séquence, la voilà. On forme le radical éthylpoint qui arrache le tellurium, radical très nucléophile, tertiaire, qui s'additionne ici. On a maintenant le radical ici qui réagit avec le triéthylborane, ce qui réengendre un radical éthylpoint ici. Et maintenant, on a aussi cet énolate de bore qui va pouvoir s'engager dans une réaction d'aldol avec un modèle de Zimmermann-Traxler, et donc on forme ces produits-là. Donc là, plusieurs papiers là-dessus, il y a aussi des revues sur cette approche. Comment engendrer d'ailleurs le précurseur tellurium? En fait, c'est de la chimie radicalaire de type Barton, parce qu'en fait, on va pouvoir partir de cet acide carboxylique qui est, lui, accessible commercialement. On forme cet ester de Barton, ce thiohydroxamate, qui est très sensible à la lumière. C'est tellement sensible que dans beaucoup de cas, en fait, on est obligé de travailler même dans le noir. Et en fait, en irradiant et en mettant du disélénure, du ditellurium, on obtient ce dérivé-là. Il se trouve que dans ce cas-là, le tellurium est bien meilleur est meilleur pour faire la chimie radicalaire, mais on peut aussi utiliser du sélénium. Et donc là, il a aussi testé le piégeage, juste, on va dire, non pas par deutériation. Vous voyez d'ailleurs qu'on obtient a priori un deutérium de façon stéréosélective, mais avec un bon rendement. Alors, quand on était sur le bore, au moment où toute cette chimie du bore a été développée, il y a aussi la chimie des dérivés du zinc, avec des substrats qui certainement vont dire beaucoup de choses aussi à Ilan. Et en fait, ces séquences développées par le labo normand, Chemla, sont réellement typiquement des additions du radical ici, nucléophile, et sur un précurseur, sur une double liaison activée. On va former maintenant un radical qui va cycliser en 5-hexotrig. Alors, pour former, donc ça c'est ce qu'on appelle le modèle de Beckwith-Hooke.
Donc c'est complètement diastéréosélectif. Et puis ensuite, ce radical alkyle réagit avec le dialkyl zinc pour donner un zinc qui, lui, peut être transmétallé avec du cuivre pour réagir, par exemple, avec un chlorure d'allyle ou un bromure d'allyle, et donc créer cette liaison carbone-carbone. Donc vous voyez ici le passage clé, c'est d'ici, où on a le crossover radical polaire. Cette stéréosélectivité, elle paraît simple comme ça, mais en fait, il y a eu pas mal d'études avant. Ça renvoie aux études de Guizeux sur cette contrainte allylique, puisqu'en fait, le radical ici est fortement délocalisé aussi sur l'ester, et donc on va minimiser cette contrainte via cet intermédiaire radicalaire. Et si vous avez maintenant dans le milieu des sels métalliques, vous pouvez aussi avoir un chélate de ce type-là qui, lui, va vous conduire à l'autre diastéréoisomère. Donc on peut aussi avoir un contrôle de ce type de réaction par la présence ou pas de sels métalliques qui sont ajoutés. En fait, Michel Bertrand, le labo de Michel Bertrand à Marseille a été sur une approche relativement semblable. Partant du principe, comme le triéthylborane avec de l'oxygène, le diéthylzinc en présence d'oxygène engendre facilement un radical éthylpoint qui va faire l'arrachement de ces iodures, puis le radical alkyle, quand on résulte, lui fait une addition conjuguée sur cette oléfine insaturée, mais qui comporte un auxiliaire chiral. Et donc ça, c'est une oxazolidone d'Evans. Et donc ça va permettre de contrôler. Ensuite, on forme un énolate de zinc, et cette liaison, cette réaction de Aldol va être, elle, contrôlée grâce à la présence de cet auxiliaire chiral. Et donc on peut là aussi avoir d'excellents EE en fait, dans ce cas-là, grâce à cet auxiliaire chiral. Il se trouve que cette position est oxydée, juste pour simplifier les analyses. Et donc voilà, ça c'était les processus réductifs. Donc les processus oxydants, en fait, globalement, c'était beaucoup la chimie du manganèse utilisée par principalement Barry Snyder dans les années 90. Et globalement, l'idée c'est que ce qui va être très important pour en fait, contrôler votre crossover, ça va être la classe du radical que vous engendrez à la fin. Selon qu'il est primaire ou secondaire ou tertiaire, vous n'allez pas avoir la même possibilité. Donc en fait, quand vous prenez cet intermédiaire, ce cétoester, en présence de manganèse acétate, donc vous faites a priori donc cet énol. Et en fait, ce qui est important ici, ce qui va engendrer le radical, c'est qu'on a une rupture, donc vous relarguez aussi de l'acide acétique. Et globalement, ensuite, vous avez une rupture homolytique ici qui vous donne donc le radical et ce radical en fait, a une densité de spin aussi sur le carbone ici, et donc va cycliser, et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec ce radical ici en position tertiaire, et lui est facilement oxydable par un deuxième équivalent de manganèse, et vous formez le carbocation, et là vous avez la réactivité classique des carbocations, ça peut être élimination au piégeage par un nucléophile. Mais si vous êtes en série secondaire, en fait, le radical qui est ici va en fait mal évoluer, et vous avez une multitude de produits possibles, des dimérisations, vous pouvez avoir un petit peu d'oxydation malgré tout, vous pouvez avoir de la dismutation du radical et ainsi de suite. Donc ce qui a été trouvé de mieux, c'est de rajouter du cuivre. Donc ça, c'est les travaux de Jay Cauchy, notamment des années 60, qui ont montré que un radical comme ça pouvait être piégé par du cuivre. Vous formez un intermédiaire cuivre 3 qui va ensuite faire une bêta-hydrure élimination, et vous allez former cette double liaison, produit d'Hoffmann, non pas la double la plus substituée d'ailleurs,
mais vous allez pouvoir former proprement ces oléfines. Alors où je veux en venir, c'est que globalement, là aussi, on peut utiliser le radical polar pour, par exemple, piéger de façon propre un carbocation, hein, puisque là, dans ce cas-là, on va engendrer le radical ici, qui va cycliser en cis en Do. Alors ce cis en Do, il y a plusieurs raisons pour le faire. La position ici en 5 est encombrée. On a des carbones sp2 dans le lien, donc tout ça favorise la cyclisation cis en Do. Et puis ensuite, on a le radical ici tertiaire qui est formé, qui va être oxydé par le manganèse, et donc ensuite on a une réaction de Friedel et Kraft qui permet donc d'obtenir, de substituer, de faire une substitution électrophile sur l'aromatique, et donc vous donner cet acide podocarpique. La diastérosélectivité conforme à tout ce qu'avait montré Snyder, c'est qu'en fait, mettre l'ester ici en axial est moins coûteux que mettre le méthyle. En termes de E-value, un ester en fait est plus petit qu'un méthyle. Voilà, donc ça c'était pour des cétoesters, mais maintenant que se passe-t-il si par exemple on a un énolate? Ben, en fait un énolate, notamment des énolates de diester, de malonate, enfin l'anion correspondant, on peut l'oxyder facilement avec du ferrocénium, hein, qui va en fait lui oxyder cette position pour donner le radical. Et là, ensuite, donc ça c'est les travaux de Lorichian, hein, qui a vraiment beaucoup utilisé cette chimie. Et ce radical va pouvoir cycliser, là une fois de plus, en 5 hexos. On forme un radical tertiaire, facilement oxydé une fois de plus, a priori par le ferrocénium. Et ce radical, ce carbocation est très stable, tertiaire, en bêta d'un silicium, et donc il s'élimine. Et ça, c'est un précurseur, par exemple, de ce produit naturel. Donc là, on est encore en stoichiométrique. Il se trouve que donc, on avait nous-mêmes travaillé sur cette chimie au labo. Et donc, on va revenir sur des travaux un petit peu anciens. On a fait d'ailleurs une collaboration aussi avec Ilan sur cet aspect de cette chimie, avec Adi Abramovich. Et donc, en fait, l'idée, c'est que ce qu'on avait remarqué, c'est que si vous additionnez un nucléophile sur ces alkylidènes bisulfoxyde, vous avez une addition très stéréosélective d'un alcoolate. Vous formez ici un carbanion particulièrement stabilisé, que vous pouvez oxyder facilement avec le ferrocénium. Maintenant, vous avez une cyclisation 5-exotrique particulièrement favorable, et là, vous pouvez piéger ce radical par du tempo. Tout ça, c'est complètement diastérosélectif. Mais en fait, même, vous n'avez qu'un seul énantiomère, parce qu'en fait, ce composé-là, à la base, était sous la forme d'un seul énantiomère. Et là, vous pouvez vous pouvez introduire un carbonyle à partir des bisulfoxydes, ou vous pouvez tout réduire et former ce tétrahydrofurane. Et le point qui était intéressant, donc voici d'autres substrats qu'on peut faire par ce genre d'approche, hein, différents types de tétrahydrofurane, et aussi des pyrrolidines. Quand il y a un azote, en fait, dans le cycle, on a une élimination assez rapide d'acide sulfénique. Et pourquoi c'est diastérosélectif? Parce qu'en fait, c'est lié à la conformation de départ de ces composés-là. Voici une structure cristalline. On a une interaction, la conformation privilégiée du système bisulfoxyde va être d'un côté la S6 ici, qui correspond à une interaction en fait, un petit peu entre l'oxygène qui est là et l'hydrogène qui est là. Et pour minimiser la contrainte allylique, c'est plutôt le doublet qu'on va mettre là. Du coup, ça résulte en un pi-stacking ici des deux aromatiques, et donc on a vraiment une phase qui est complètement ouverte pour l'attaque du nucléophile, d'où cette grande diastérosélectivité. Voilà. Donc, ça, c'était les processus plus ou moins stoichiométriques. Comment rendre ça catalytique? En fait, probablement, le meilleur exemple, la meilleure approche, c'est tout simplement la photocatalyse, et plus particulièrement la catalyse photoredox, puisque globalement, on va pouvoir engendrer des radicaux, mais on a aussi des espèces réduites ou oxydantes dans le milieu. Donc, globalement, effectivement, les travaux de Murphy ont suggéré qu'on pouvait avoir des processus catalytiques. Si par exemple on prend un cycle classique avec de l'iridium, donc où par exemple on va oxyder une espèce, on va réduire notre photocatalyseur. Donc on part d'un photocatalyseur, on le photoexcite, il fait une oxydation qui va permettre de libérer un radical, mais maintenant votre photocatalyseur, lui,
est réducteur, puisqu'il a acquis un électron. Et cet électron, il peut le donner à un radical. Alors votre radical, par exemple, il peut avoir réagi, il peut s'être additionné sur une double liaison, il peut réagir en intramoléculaire, mais il va intercepter l'électron qui est ici pour donner un carbanion, et maintenant, d'ici, là, vous pouvez, a priori, donc avoir une réactivité polaire. Donc l'exemple le plus simple, c'est si vous, par exemple, vous engendrez un radical nucléophile, il fait une addition conjuguée, vous avez ce radical qui va être réduit par votre photocatalyseur réduit, vous formez ce carbanion, et maintenant, vous avez cet énolate, si par exemple c'est une cétone ou un ester, que vous pouvez a priori faire réagir avec un électrophile. Donc, alors juste une petite digression, en fait pour montrer que parfois les termes sont parfois un petit peu déviés de leur contexte, mais ça fait des beaux titres aussi pour les journaux, mais typiquement en 2013, donc David Nicevitz, alors David Nicevitz c'est celui qui a fait le Science avec Macmillan sur la fusion de l'organocatalyse et de la catalyse au ruthénium, donc quand même celui qui a lancé la catalyse photoredox. Et là, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on peut faire des tétrahydrofuranes par donc, du radical crossover cycloaddition. Alors, comme vous voyez, sa définition, en tout cas son utilisation du terme ici, crossover, est un petit peu déviée. Parce que polar radical crossover cycloaddition sequence that capitalize on the simultaneous polar and radical nature of radical cation. En fait, pour lui, il fait in situ un radical cation, donc qui peut réagir de façon évidemment avec un nucléophile et en piège radical. Donc on est dans le radical polar crossover. Donc c'est pas exactement ça. Donc bon, juste quand même pour parler de cette chimie qui est assez intéressante. Puisqu'en fait, globalement, ici, on va partir d'un système stérile qu'on va photo-oxyder, former cet intermédiaire qui, effectivement, peut réagir de façon binodale, on va dire, duale, et on piège le carbocation ici, et on a le radical, et puis ensuite, donc, c'est hydrogéné. Et ici, on a, pour en fait, assurer l'électronique, on a un très bon accepteur d'électrons qui est en fait ce substrat. Bon, voilà. Comme ça, c'est un petit peu une parenthèse que, globalement, la littérature, parfois, on va dire, diverge ou agrandit le contexte d'un processus, enfin d'une appellation. Alors, il se trouve que les silicates sur lesquels on a travaillé sont d'excellents substrats pour le crossover. Bon, donc simplement, je vais juste revenir sur le mécanisme, qu'en fait, il ressemble beaucoup à celui qu'on a vu. On a des substrats qui peuvent être facilement oxydés. On a un photocatalyseur ici donc, qui est oxydant. On va prendre un électron, on forme de l'iridium 2. Cet iridium 2, vous allez voir, est très réducteur. Mais donc, on a addition du radical ici, élimination, et globalement, on a récupération de l'électron ici via l'iridium 2 pour faire tourner la réaction, et on a un produit d'allylation. Si maintenant on n'a pas cette élimination ici, on peut a priori donc réduire ce radical par l'iridium 2 et en profiter. Bon, j'ai déjà parlé de ça. Juste une chose qui est très importante, c'est pourquoi ça marche si bien. En fait, cette liaison carbone-silicium, quand on a ôté l'électron ici, son énergie est tellement faible qu'en fait, on la divise par 4 par rapport au silicate initial. Donc, ça va fragmenter très facilement. Alors, il se trouve que ce schéma, on l'avait utilisé pour même faire ce radical alpha-chloro. Donc on peut additionner un radical alpha-chloro et faire cette allylation, elle marche bien. Mais l'étape qui manquait un petit peu, c'est est-ce qu'on peut profiter finalement de ce radical alpha-chloro? Parce qu'en fait, si on regarde bien, on parle d'une entité de ce type-là. Donc le méthylène, qui peut évidemment s'additionner sur différents substrats, mais maintenant on a aussi un groupement partant ici. Okay, et on peut même augmenter, on va dire, la nucléophile
fugacité en faisant le substrat bromo ou iodo à partir de ce substrat-là. Donc ça, c'est les travaux du coup de Molander. Et il va faire également les silicates correspondants, chlorure, bromure, iodure, avec des bons rendements. Et donc là, maintenant, on a des dérivés dont a priori on peut engendrer le radical, mais aussi donc, possédant ce groupement partant. Et donc la séquence visée, c'est qu'on forme le radical, il s'additionne, et après, le radical qui est formé in situ est réduit et peut faire une substitution nucléophile. Donc l'idée est la suivante. Donc, je vais peut-être vous montrer le mécanisme d'abord, et puis ensuite revenir sur ces deux chemins-là. Donc on part du 4-césalipène. Alors le 4-césalipène, hein, c'est lui, hein, c'est un organocatalyseur qui marche vraiment extrêmement bien, qui est maintenant beaucoup utilisé, et évidemment qui présente les avantages d'être beaucoup moins cher que l'iridium, et qui est pratiquement à 100%, tout ce que fait l'iridium, globalement le 4-césalipène le fait. Même les couplages avec le nickel, et ainsi de suite. Donc, le 4-césalipène avait été introduit en 2016 en fait, par un groupe de Chinois. C'est une molécule qui est connue pour ses propriétés TADF. Et nous, on l'avait utilisé en 2016 aussi pour la catalyse photoredox, en même temps que un petit peu après le groupe chinois. Alors, donc j'en étais là, voilà. Donc, photoexcitation du 4-césalipène, oxydation du silicate, on forme ce radical. Ce radical va s'additionner sur cette double liaison. Et maintenant, donc le radical le voilà. On a un radical ici qui va prendre l'électron du photocatalyseur réduit. On forme un anion ici, et maintenant on a un X, et donc on peut former le cyclopropane et obtenir ça. Alors plusieurs choses. On a bien un cycle photocatalytique parce que le rendement quantique est inférieur à 1, donc ce n'est pas une chaîne radicalaire. On a également, si on éteint, il n'y a pas de progression de la réaction, donc il faut tout le temps que ça soit sous irradiation. Tout ça c'est compatible, enfin tout ça c'est cohérent avec les Stern-Volmer et les potentiels. Bon, ça, rien de nouveau parce que ça on l'avait déjà montré. Ce qui est intéressant, c'est par exemple quel est le rôle du X. Si vous avez le chlorure, en fait le chlorure est très mauvais pour faire le cyclopropane comme vous le voyez. Par contre, il faut avec le iodure, qui est bien meilleur groupe partant, en fait vous faites le cyclopropane. Et donc, si vous ne faites pas le cyclopropane, en fait, vous allez, votre CF3 ici, vous allez avoir une élimination du fluorure qui va introduire cette double liaison. Et le bromure n'est pas non plus hyper satisfaisant. Donc, il faut vraiment le iodure ici pour que ça marche bien. Donc, on a besoin d'un bon groupe partant. Alors, autre cas qui est intéressant, on aura un autre exemple. Si vous partez de ce substrat-là, de façon assez intéressante, vous arrivez à faire quand même 25% de ce bicyclopropane, qui suggère, alors ça c'est pourquoi celui-là est intéressant, parce qu'a priori si vous additionnez le radical ici, vous allez maintenant avoir le radical ici en alpha du cyclopropane, et comme vous le savez, c'est censé s'ouvrir très vite. Alors il se trouve que celui-là il s'ouvre un petit peu moins vite, hein, il s'ouvre à 6 puissance 10 puissance 4, généralement en alpha d'un cyclopropane c'est de l'ordre de 10 puissance 8, donc c'est un peu plus calme, uniquement parce qu'il y a la stabilisation avec le phényl. Et donc ici ce qui se passe c'est que la réduction pour faire le carbanion intermédiaire, a priori, est largement compétitive avec cette ouverture. Et c'est pour ça qu'on arrive quand même à avoir à ce produit-là. Et on ne voit pas le produit d'ouverture qu'on aurait pu obtenir. Bon, même si le rendement n'est pas très bon, on a a priori donc une réduction du radical qui est plus rapide que l'ouverture du cyclopropane, dans ce cas-là. Alors il y a eu pas mal d'utilisation de ça. Donc ici, par exemple, ils utilisent quand même les chlorures sans trop de problèmes sur ces substrats-là. Mais ils arrivent à faire donc, ces phosphonates dans certains cas ou différents groupes électroattracteurs. En fait, je ne me souviens pas d'ailleurs s'ils ont utilisé les autres groupes partants, mais dans ce cas-là, ça marche quand même pas trop mal. Donc là, ici, oui, ils utilisent aussi chlore et iodure pour former ces cyclopropylamines. Et également ici sur ce substrat pour former ce type de phtalimide, ces dérivés-là. Donc ça a été pas mal utilisé pour faire des molécules relativement fonctionnalisées.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Bon, là, c'est l'iridium qui est utilisé, mais bon, le 416-ADPN, a priori, devrait marcher. Alors, est-ce qu'on peut faire encore plus simple? Alors, oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est... ouais, c'est peut-être pas là. Oui, dans les conditions de réaction, faire cette chimie ici, faire ces cyclopropanes, par exemple, en partant du diiodométhane, qui pourrait être, on pourrait se dire, on forme le radical I, qui porte toujours le iodure, et l'utiliser. Enfin, réduire un des iodos en premier, ça ne marche pas bien dans les conditions de catalyse photoredox. Donc il y a vraiment un bénéfice à partir de ces silicates. Mais d'autres systèmes vont être trouvés qui vont permettre de travailler avec les dérivés géminaux bis halogénés, et notamment les dichloros, ce qui peut être particulièrement simple. Donc, par exemple, même utiliser du dichlorométhane ici. Donc, c'est en gros une réaction de Simon-Smith, mais pas du tout par le carbène, comme on a vu, mais purement radicalaire. Et donc, ce qui va être utilisé, c'est une catalyse avec du zirconium et un ester de Hansch. Donc, les conditions sont le substrat. Alors, on est toujours quand même sur des substrats relativement activés, hein, c'est des stériles. On met un zirconium 4, zirconocène, 15% molaire, de l'ester de Hansch, une guanidine comme base, acétonitrile, irradiation LED bleu, et on va pouvoir obtenir ces différents substrats, soit à partir d'aldéhyde, donc on transforme l'aldéhyde en dichloro, et puis après donc on rentre ce fragment sur une double liaison. Et donc voici différents exemples, soit à partir d'une cétone. On peut, si on utilise du C2, CD2, Cl2, on peut avoir un cyclopropane totalement deutérié, ce qui peut être, enfin pas totalement, mais bis deutérié, ce qui peut être intéressant. Donc là aussi, juste le mécanisme qui est proposé, je vais aller un petit peu rapidement là-dessus, mais l'ester de Hansch est photoactivable. Et quand il est photoactivé, il va être un donneur d'électrons, et donc il va donner un électron au zirconium 4. Ça a été montré par les courbes de Stern-Volmer, bien que les potentiels de redox ne sont pas discutés. Et donc ce zirconium 3, c'est une espèce qui n'était pas hyper connue, c'est un métallar radical en fait, est un bon arracheur de chlorure, et donc il va arracher un des chlores, on reforme le zirconium 4, et maintenant on a ce radical alpha chloro qui va s'additionner sur un styryle, et on va, après substitution, reformer donc le cyclopropane. L'étape ici est particulièrement peu décrite. A priori, moi je pense qu'elle est carbanionique, c'est-à-dire qu'a priori on a bien une réduction du radical ici, parce que les substitutions homolytiques restent quand même particulièrement rares en chimie radicalaire. Et de toute façon, il y a un moment ou un autre, on a besoin de donner un électron, et donc a priori, c'est bien une étape anionique. Ce qui est intéressant ici, c'est que si on utilise le même substrat que tout à l'heure, ce que vous voyez, c'est que globalement, on forme ce bicyclopropane, d'ailleurs de façon plus efficace. Donc une fois de plus ici, a priori, la réduction du radical serait quand même plus rapide que l'ouverture, puisqu'on a cette cinétique. Mais maintenant, si on a un système où l'ouverture est très rapide, c'est-à-dire celui-là, c'est-à-dire que là, on refavorise l'ouverture du cyclopropane, et bien en fait, on ne forme pas le cyclopropane, mais on a ce produit d'ouverture. Voilà, bon, juste les applications, parce que bon, c'est qu'on peut former un certain nombre de dérivés de médicaments. Et l'approche photocatalytique s'avère généralement beaucoup plus efficace, parce que l'approche, on va dire, classique, c'est en fait d'abord une oléfination, puis ensuite on passe par le dichlorocarbène, hein, donc on déprotonne le chloroforme, on fait le dichlorocarbène, et puis on réduit, et donc on obtient ça. Alors que là, en une seule étape, on obtient le dichloro, on utilise la chimie qu'on vient de voir avec le zirconium, et on obtient le même genre de produit. Et donc les rendements, généralement, sont bien meilleurs par cette voie-là que par les voies polaires possibles et existantes. Alors, ouais, je vois le temps. Donc, on peut également, ce qui est intéressant, c'est que comment aller un petit peu plus loin dans la génération de carbanions par catalyse photoredox.
et notamment transformer un carbonyle en carbanion. Donc on garde ces deux substituants, mais maintenant on a un groupement fonctionnel ici avec un carbanion relativement stabilisé. Et donc ça, c'est beaucoup Koenig qui a travaillé là-dessus, sur ce principe, avec donc cette première revue. Et donc ce qu'il a montré, c'est qu'en passant par des hydrazones de ce type-là, donc on parle d'un... Alors c'est une approche type Umpolung, hein, parce que si vous regardez bien votre carbonyle, ici ce carbone ici, a priori électrophile, donc plutôt delta+, et maintenant on le transforme en carbanion. Et donc, ces hydrazones sont sensibles à l'attaque d'un radical alkyle. On a maintenant un radical en bêta d'une sulfone, donc on va pouvoir éliminer ce noyau sulfonyle. On forme ce diazène qui ici perd du N2 et on est en milieu basique et on va en fait on va déprotoner ici et engendrer le carbanion. Et ce carbanion a pu être piégé avec différents types d'électrophiles. Donc si on part par exemple d'un aldéhyde, on va en fait faire l'addition du thiolate. Pardon, excusez-moi. On va piéger le carbanion avec du CO2, parce qu'on va voir le mécanisme. En fait, on passe par ce carbanion ici stabilisé par un sulfure. Et on peut aussi piéger le carbanion ici par cet aldéhyde. Et donc, on obtient ce type de produit. Donc, on va voir le mécanisme sur la slide suivante. Et si on utilise le réactif de Langlois, on va introduire un CF3. Et ce CF3, on engendre in situ ce carbanion qui va perdre un fluorure. Donc, en fait, le mécanisme est le suivant. On a là aussi, une fois de plus, le photocatalyseur excité qui va en fait prendre un électron à différents types de substrats, donc soit au réactif de Langlois, soit au phénolate, thiophénolate. On engendre un radical. Ce radical s'additionne sur l'hydrazone. On obtient cette fragmentation, puis perte de N2 et de protonation, et on obtient ce carbanion. Et pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, l'iridium 2 ici va réduire le sulfinate. Le sulfinate, on obtient l'iridium 3, et on peut imaginer que lui va aider à la déprotonation ici pour former le carbanion. Et donc piégeage ensuite avec différents types d'électrophiles. Alors, juste un article assez récent qui est un petit peu dans l'air du temps, c'est en fait partir d'un alcène et le difonctionnaliser, c'est-à-dire introduire deux électrophiles. Et donc comment faire ça? Par photocatalyse. Et donc l'idée, c'est de faire une première réduction homolytique d'un alcène. On a un radical anion, on ajoute un électrophile, et puis ensuite, il reste le radical, et on réduit ce radical, et on forme un deuxième carbanion, et donc on peut ajouter un deuxième électrophile. Donc, c'était une approche assez ambitieuse, alors juste, donc, qui a été rendue possible par Polizos, là, récemment. Alors, j'ai tout de suite allé sur peut-être le mécanisme avant de revenir sur ce qui a été fait. Donc, les substrats qui sont utilisés, c'est quand même des substrats relativement activés, hein, c'est des oléfines avec deux substituants aromatiques. Donc, ils sont a priori quand même très durs à réduire, hein, comme vous le voyez, en termes de potentiel, on est très très bas. Cet aldéhyde est dans le même ordre. Et donc, l'idée, c'est que si on veut faire réagir, par exemple, un carbanion de lui sur cet aldéhyde, on est vraiment très compétitif. Mais bon, par calcul DFT et ainsi de suite, il semble montrer qu'on forme assez sélectivement le radical anion ici. Et alors, la façon dont ils font ça, c'est que globalement, on est en LED bleu. On a. Alors, c'est vrai que là, il manque peut-être les conditions. Oui, alors, c'est vrai que là. Oui, alors, on a. Là. Ouais, il me manque dans le schéma, ce que j'aurais dû mettre. C'est quoi le réducteur? Voilà, donc le réducteur, c'est une amine tertiaire qui va être en fait, qui va réagir avec le photocatalyseur. Donc en fait, le photocatalyseur qui est là est oxydant, prend un électron à l'amine tertiaire, on forme le radical anion ici. Ce radical anion, et c'est pour ça que ça marche,
parce que le radical anion ici, il n'est pas suffisamment réducteur pour réduire, on est à moins 1,12, mais en fait, lui-même va être photoexcité. Et quand il est photoexcité, le radical anion ici, on descend à des potentiels inférieurs à moins 2 volts. Et c'est lui, donc, le radical anion photoexcité, qui va donner un électron à cette double liaison. On forme le radical anion, on piège par un électrophile, et le deuxième électrophile est généralement d'ailleurs un proton. Et donc on arrive à faire différents types de séquences. On peut réagir sur un carbonyle pour former des alcools, on peut réagir sur un isocyanate pour donner des amides. On peut aussi piéger le radical cation en fait, de l'amine qui est engendré in situ, ou on peut même rajouter du CO2 dans le milieu pour piéger, faire une séquence supplémentaire. Mais malgré tout, l'idée est assez intéressante de pouvoir difonctionnaliser comme ça une oléfine, avec la limitation quand même, malgré tout, que c'est des dioléfines relativement activées, toujours avec des noyaux aromatiques. Voilà, donc il reste un petit peu de temps et je voulais juste vous parler d'implication d'intermédiaires dans différents types de synthèse totale, et notamment cette synthèse totale par Tania Geich et Schneider, là dans Science, où ils s'intéressent à cette spiroaspertrione, donc il fait partie de cette famille de méroterpénoïdes. Je vais revenir un petit peu sur ce que c'est qu'un méroterpénoïde. Isolé relativement récemment, propriétés antibiotiques contre le staphylocoque doré, et ils proposent une synthèse totale qui n'avait pas été faite en 22 étapes. Alors voilà, la molécule, elle est quand même relativement complexe, beaucoup de sens stérogènes, beaucoup de fonctions de carbonyle, des cycles assez contraints. Et leur première étape consiste à partir de cet énoxolone, qui est en fait ce composé, qui est accessible commercialement, pas cher, à peu près 1 € le gramme, et de faire en fait une fragmentation par flash vacuum pyrolysis. Et donc on va faire en fait, quand on se met à 350 degrés sous très 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 grand vide, en présence d'un antioxydant, on va faire une réaction de rétrodissaldaire qui va nous permettre de libérer ce fragment qui va être le produit de départ de la synthèse totale. Alors ça vaut le coup d'aller voir les conditions expérimentales pour faire ça. Donc ça c'est le montage. Déjà le bain pour chauffer est particulièrement complexe, hein, c'est un alliage d'étain et de plomb. Et ils décrivent bien comment le faire et comment le chauffer et ainsi de suite. Ensuite, bon, il y a le vide, il y a plusieurs pièges. Bon, mais c'est pas la fin, c'est pas la seule chose, c'est que la purification n'est pas simple non plus, parce que le composé est modérément stable sur la silice. Que pour avoir des grammes, ils sont obligés de faire évidemment plusieurs batchs. Enfin, c'est du beau travail. Il se trouve que Falk et Muskowski sont les responsables en fait de cette chimie, de cette phase vacuum pyrolysis pour engendrer ce produit de départ. Donc ils ont optimisé cette procédure, et donc l'idée c'est vraiment une rétrodissaldaire qui permet d'obtenir cette double liaison ici et de libérer l'autre fragment. Alors, pourquoi c'est intéressant? Donc 8 étapes après, relativement intéressantes bien sûr, mais bon, on arrive à quelque chose qu'on a un petit peu vu, c'est former avec ces doubles liaisons, on va pouvoir de façon chimio-sélective en fait, former ce cyclopropane ici, bis-bromé. Donc on passe par un carbène. Et là, il y a une étape qui est assez intéressante, c'est de faire l'échange halogène-métal sur ce bis-bromure. Et on a deux possibilités. C'est soit en fait de faire l'échange halogène-métal ici sur la face convexe, ou l'autre concave. Mais il se trouve qu'en concave, le carbanion qui est formé va être tout de suite piégé par le carbonyle ici en intramoléculaire, et donc ils isolent cet alcool. Mais donc on a une compétition a priori favorable pour le convexe, qui va être d'ailleurs celle qui est importante pour la synthèse. Alors, dans ce papier, il montre que ces deux carbanions ont a priori une très bonne stabilité configurationnelle, a priori. Mais donc pour s'affranchir de cette alkylation, ils vont partir du substrat ici où ils n'ont plus le carbonyle, ils vont simplement faire un hémiacétal.
Et on traite maintenant ce composé-là par le terbuli et on va obtenir ce qu'on veut à 95%, donc là c'est particulièrement propre. Et on peut aussi donc piéger le carbanion qui est formé ici par du DMF. Donc, DMF, c'est un électrophile qui permet d'introduire un groupement formyle. Hein. Et une fois qu'on a ce formyle, en fait, on va l'engager dans une oléfination de Julia, qui reste toujours une des meilleures méthodes finalement pour faire des doubles liaisons E. Et vous voyez, le rendement est bon. Donc là, on a maintenant l'intermédiaire divinylcyclopropane qui lui aussi est intéressant. Bon, je ne vais pas rentrer dans toute cette chimie, mais c'est particulièrement... qui va pouvoir se réarranger. Et autre étape, ici assez intéressante par rapport au carbanion qu'on a vu, c'est que globalement, partant de cet alcool, ils vont pouvoir former cet tétrahydrofurane. Alors en fait, on fait un radical alkoxy ici avec le plomb qui fait un transfert d'hydrogène à 5, puis qui permet, le radical qui est ici va lui pouvoir réagir avec former un carbocation, et donc on forme ce cycle. Et en utilisant la base de Lockmann-Schlosser, qui semble être la seule qui marche ici, on va pouvoir déclencher un réarrangement qui va libérer, on fait le carbanion ici, puis formation d'un cyclopropane, on relâche l'alcoolate qui est là, et donc on forme ce système de type Barbaralane, et qui est particulièrement tendu dans ce cas-là. Et lui, il voulait ensuite faire une réaction radicalaire dessus, c'est-à-dire avec addition d'un H-point ici et ouverture. Bon, ça ne marche pas. Et donc vous voyez, utiliser les conditions de Lockmann-Schlosser pour faire cette déprotonation, c'était quand même particulièrement aventureux, mais ça marche plutôt bien. Et puis comme Ilan va nous parler de carbocations, je voulais aussi montrer aussi une synthèse où il y avait des carbocations, donc récente de Carrera, aussi sur un méroterpénoïde. Alors les deux sont issus d'ailleurs de ce DMOA, donc c'est le 3-diméthylorsélénique acide, donc qui est cette molécule. Et en fait, les méroterpénoïdes, par rapport aux terpénoïdes, ce sont des composés où la biosynthèse est en fait à la fois issue de la biosynthèse classique des terpènes, mais où se sont rajoutés d'autres éléments, notamment par exemple un phénol. Et donc tous ces méroterpénoïdes, globalement, ont un précurseur plus ou moins commun, qui est ce farnésyl DMOA. Et donc ça donne naissance à des molécules polycycliques très complexes, très polyoxygénées dans ce cas-là. Alors la synthèse de Carrera est aussi particulièrement intéressante et impressionnante. Une des étapes, il y a quand même un petit peu un carbanion, c'est l'alkylation de ce carbonyle ici, complètement diastérosélective, qui marche finalement, on fait l'échange halogène-métal ici, et pour assurer une bonne réaction diastérosélective de l'addition, on est obligé de mettre ce LaCl3, c'est le trichlorure de lanthane. Ils ont essayé le cérium aussi, mais en fait l'idée c'est d'éviter d'épimériser ce centre, en fait de déprotoner et hypermériser. Et donc ce LaCl3 permet de faire cette alkylation de façon propre. Et l'étape suivante est en fait de type carbocationique, et c'est de former cet ortholactone à partir de ce précurseur. Et donc là, ils ont écrit tous les carbocations possibles, envisageables, pour arriver à cela, parce que globalement, dès que vous faites un carbocation sur un des sites, vous avez tellement de nucléophiles potentiels sur la molécule que vous pouvez avoir pas mal de cyclisation. Donc, a priori, tout cela doivent arriver au même résultat, hein, sachant que les sites nucléophiles, c'est ce carbonyle, c'est cet alcool. Ils vont choisir en fait la stratégie reposant sur ce carbocation-là, qui est ici, si je ne m'abuse. Et donc, la meilleure façon de le faire, c'est a priori à partir d'un substrat de ce type-là. En mettant un électrophile, on va expulser ce phénylsulfure, former un carbocation. Et puis ensuite, on a une formation de la lactone, et on peut avoir aussi attaque nucléophile de l'alcool, et donc former l'ortholactone. Et donc effectivement, en prenant du NBS, à partir de ce dérivé ici, de cette lactone, on arrive au composé complètement fermé,
de l'ortholactone, avec ces 37%, mais vu la complexité des étapes et le nombre de liaisons qui sont faites, on peut quand même remarquer que c'est assez remarquable. Voilà, donc les carbocations avaient ouvert ce cycle de cours avec Jérôme Lacour. Ils fermeront avec Ilan. Et donc voilà pour les cours. Prochain événement quand même dans le cadre de ce cours, le symposium. Donc voici la fiche, le 21 mai. Et donc avec différentes conférences ayant trait au transfert électronique dans différents cadres, synthèse totale, réduction du CO2, polyoxométallate, ball milling, samarium, enfin bref, il y en a beaucoup de choses différentes. Et bien sûr, bienvenue. Et voilà, je vous remercie de votre attention, parce que je vais m'arrêter là.